Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Plomb, L'autre collaboration, de Michel Onfray, lu par Frédéric Knepp. Alain, Sartre, Beauvoir, Genet, Ricoeur, Garaudy, Deleuze, Foucault, Badiou, Lacoue-Labarthe, Nancy. Les origines françaises de l'islamo-gauchisme. À la mémoire d'Yves Schwartz, qui n'eut pas assez de sa vie pour apaiser l'enfant juif qu'il fut. Nous fûmes quelques gauchistes juifs à être retenus au seuil du soutien à la cause palestinienne par l'antisémitisme indiscutable qui suintait en sourdine du discours pro-palestinien. Pierre Goldman, Libération, 31 octobre 1978. Préface. Jean Moulin n'a ni violé ni torturé. J'ai regardé les images du massacre perpétué par le Hamas en terre juive le 7 octobre 2023. Des images tournées par les assassins eux-mêmes avec leurs caméras GoPro, fixées sur le front comme l'œil d'une bête maléfique. Dans un film intitulé « 7 octobre 2023, Israël attaqué par le Hamas, l'histoire d'un massacre », réalisé par Yves Azerwal. Voici son synopsis. En Israël, le 7 octobre s'annonce être une journée paisible et festive. C'est à la fois Shabbat, jour chômé dans le calendrier juif, et Simhat Torah, une fête joyeuse qui marque la fin et le recommencement du cycle annuel de lecture du Livre saint. Une joie partagée par la jeunesse israélienne qui, en cette veille de réjouissance, converge vers la frontière avec Gaza, où doit se tenir le plus grand rassemblement musical de l'année, le Nova Festival. Pourtant, ce samedi 7 octobre, en Israël, l'insouciance cède dès l'aube la place à la sidération, et la sidération au supplice et au deuil. Au moment où le ciel de l'État hébreu s'embrase sous des salves de roquettes tirées depuis le territoire de Gaza, des terroristes du Hamas, épaulés par d'autres groupes, vont commettre des assassinats de masse, des actes de barbarie et même des crimes sexuels. Sur la base d'images inédites, de témoignages rares de rescapés, de héros et d'anciens otages, ce film raconte minute par minute comment, en moins de 24 heures, 3000 terroristes sont parvenus, à la surprise générale, à mener une opération meurtrière d'ampleur par air, mer et terre et à assassiner près de 1200 femmes, hommes et enfants, à en kidnapper 252 et à en blesser plus de 5000. Du kibboutz Nir Oz, où un quart des habitants a été exécuté, à la rave party de Nova, lieu d'un carnage aveugle. De la ville de Sderot, en état de siège au plus près des secouristes, de l'armée et de la police. De la ville d'Ofakim, où des combats héroïques se sont déroulés, à la base militaire d'Urim assiégée, plongée dans l'horreur d'une journée décrite par ceux qui l'ont vécue comme la plus sanglante de l'histoire d'Israël et comme le plus grand pogrom des Juifs depuis la Shoah. J'ai entendu leurs conversations pendant cette extermination programmée. J'ai visionné les entretiens menés par les enquêteurs israéliens avec les tueurs qui racontaient froidement ce qu'ils avaient fait, exterminer le plus de Juifs possible, et les raisons pour lesquelles ils agissaient ainsi. On apprend que l'organisation terroriste offre un appartement et plus de 10 000 euros pour tout otage juif rapporté au chef de la tribu islamiste. Les négationnistes qui, faute d'image d'une séance de gazage dans une chambre à gaz nationale socialiste, estiment qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz nationale socialiste, jamais d'extermination, et que cette absence de preuve constitue une preuve de l'absence, ne peuvent, dans le cas du 7 octobre, nier que ce massacre-là ait bel et bien eu lieu. Il fonctionne en fait comme un codicille au testament nazi. Un tueur assis devant un enquêteur raconte, sans plus d'émotion que cela dans la voix, le visage ou le corps, qu'il a violé une jeune femme de 30 ans après que son père l'a lui-même violée et un de ses comparses aussi. Or, il dit que son père l'a tuée après l'avoir violée. Donc, s'il viole cette femme après que son père l'a tuée, c'est d'une morte qu'il abuse. Retranscription de l'interrogatoire. Quel âge avait la victime que ton père a violée ? Environ 30 ans.
Ton père a été le premier à la violer? Oui, puis moi et Ahmed, on l'a violée aussi, et on est partis. Vous êtes partis après l'avoir violée? Oui, après l'avoir violée. Elle était encore en vie? Non, mon père l'a tuée. Après qu'il a fini de la violer, mon père l'a tuée. Une autre fois, c'est la voix d'un possédé, d'un forcené, d'un enragé, qui téléphone à ses parents pour leur annoncer sa fierté d'avoir tué 10 juifs et vocifère, excité à cette perspective, qu'il va continuer à en tuer autant qu'il pourra. Il s'est filmé avec le téléphone de l'une de ses victimes. Il a mis son massacre en ligne. Il invite son père et sa mère à regarder les preuves de sa sauvagerie qu'il nomme héroïsme. Retranscription de la conversation. Papa? Oui? Je t'appelle de Mefalsim. Regarde sur mon WhatsApp toutes les victimes que j'ai faites. Je les ai tuées de mes propres mains. De mes propres mains. Votre fils a tué des juifs. Je suis à Mefalsim, papa. Que Dieu te protège. Papa, je t'appelle avec le portable d'une juive que j'ai tuée. Je les ai butées, elle et son mari. J'en ai tué 10 de mes propres mains. 10, papa. 10 de mes propres mains. 10, papa. 10. 10 de mes propres mains. Leur sang est encore sur mes mains. Passe-moi maman. La mère pleure. Maman, j'ai buté plus de 10 juifs de mes propres mains. Que Dieu te ramène en paix, mon fils. Maman, ton fils est un héros. Je tue, je tue, je tue encore. Décapiter des morts et des vivants. Mutiler des corps en quantité. Abattre des animaux de compagnie. Mettre des immondices dans le vagin de femmes juives. Rapporter des otages au chef de la tribu qui, en retour, offre des cadeaux. Violer une femme morte après que son père a lui aussi abusé du corps de cette femme et continuer à s'acharner sexuellement sur elle alors qu'elle est morte. Appeler papa et maman pour leur annoncer la bonne nouvelle de l'extermination de 10 personnes et qu'on va continuer, ce qui va permettre de dire qu'on est un héros et qu'il faut porter la bonne nouvelle de l'héroïsme du fils, Urbi et Orbi. Ces terroristes du Hamas ne sont pas des bêtes. Aucune bête ne s'abaisse à tuer pour le plaisir de tuer. Aucune vipère, aucun crotale, aucun scorpion, aucun guépard, aucun charognard. Ils sont humains, puisque seuls les hommes tuent leurs semblables et en retirent du plaisir. Le marquis de Sade a construit son œuvre complète sur la célébration de ce sentiment humain, très humain, que l'on nomme depuis le sadisme. La quasi-totalité des philosophes et des penseurs de Saint-Germain-des-Prés du XXe siècle, sauf Albert Camus, ont fêté cette perversion à longueur de livres. J'ai raconté cette ignominie théorique, cette infamie textuelle, cette vilainie théorique dans La passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis, édition Autrement 2014. Voici la 4e de couverture. Pourquoi Sade, qui fut, au dire même de ses hagiographes, coupable de séquestration, de viol en réunion, de menaces de mort, de traitements inhumains et dégradants, de torture, de tentatives d'empoisonnement, fut-il porté au nu par l'intelligentsia française pendant tout le XXe siècle? De Breton à Bataille, de Barthes à Lacan, de Deleuze à Solers, tous ont vu en lui un philosophe visionnaire, défenseur des libertés, un féministe victime de tous les régimes. Fidèle à sa méthode, Michel Onfray croise la vie, l'œuvre et la correspondance de Sade. Romancier, il n'y aurait rien à redire à ses fonctions. Mais Sade se réclame de la philosophie matérialiste, mais il laisse une place possible à la liberté, puis fait le choix du mal. Dès lors, cet homme triomphe moins en libérateur du genre humain qu'en dernier féodal royaliste, misogyne, phallocrate, violent. Qu'on songe au Sade mon prochain, publié par Pierre Klosowski au sortir de la guerre. Un titre programmatique. Que des militants politiques néo-marxistes associent le sadisme à la résistance d'un peuple n'est pas audible. À la limite, au comportement de la division Das Reich à Oradour-sur-Glane, oui, mais pas à la résistance, car, que je sache, Jean Moulin et ses hommes n'ont jamais violé ni torturé. Ceux contre lesquels ils se battaient, la milice, la Gestapo, les nazis français, en revanche, oui. Klaus Barbie, oui. Jean Moulin, non. Ce livre se demande comment la France peut aujourd'hui se trouver forte de millions de citoyens pour lesquels ce 7 octobre 2023 aura été un grand jour pour le peuple palestinien. Quel rôle ont joué les philosophes du XXe siècle dans la construction de cette effrayante passion triste, de cette sinistre joie mauvaise
qu'est le consentement au sadisme des bourreaux contre des victimes innocentes. Quelle forme a pu prendre l'antisémitisme chez Sartre, qui pense que le juif n'a pas d'existence historique propre en dehors de l'antisémite qui le fait exister, malgré 3000 ans d'existence, et Beauvoir, qui en a assez des jérémiades autour d'Anne Frank. Chez Deleuze, qui s'agenouille devant Yasser Arafat, ou chez Foucault, qui aime tant les mollahs iraniens dont l'antisémitisme est la colonne vertébrale et la destruction de l'État d'Israël le mantra. Chez Genet, qui célèbre Hitler, les miliciens, les gestapistes, les collabos et les terroristes palestiniens. Chez Jean-Luc Nancy, qui voit des antisémites partout, sauf chez Heidegger, qui a adhéré au parti nazi de 1933 à 1945 et n'a rien trouvé à redire à la mort de 6 millions de juifs jusqu'à sa mort en 1976. Ou chez Alain Badiou, pour qui la question juive semble juste une affaire de philologie. Chez Roger Garaudy, communiste emblématique, négationniste forcené et converti à l'islam, qui semble triompher aujourd'hui post-mortem dans une gauche somme toute assez joyeuse de compagnonner avec les assassins du Hamas pour quelques plats de lentilles servis à l'Assemblée nationale. Cet ouvrage met toujours les racines philosophiques de l'islamo-gauchisme contemporain. Notre époque, qui est celle d'une nouvelle collaboration, invite à une nouvelle résistance. Introduction. Marx, leur père à tous. Quel est le fond profane du judaïsme? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est son dieu profane? L'argent. La nationalité chimérique du juif est la nationalité du commerçant, de l'homme d'argent. L'émancipation sociale du juif, c'est l'émancipation de la société du judaïsme. Karl Marx, La question juive. Marx était-il si juif qu'on veut bien le dire? Certes, sur le terrain philosophique, il est présenté comme l'un des philosophes juifs célèbres du monde entier. Mais il est luthérien. Il procède d'un long lignage de rabbins très érudits des deux côtés de sa famille. C'est son père, juif, qui se convertit au christianisme, change de prénom, effectue des études de droit à l'université de Strasbourg et devient avocat. Il est alors un pur produit des Lumières en général, de Voltaire à Kant en particulier. Un édit du roi de Prusse qui interdit le métier d'avocat aux Juifs en 1812 le pousse à se convertir en 1816 ou 1817. Karl Marx est baptisé dans la foi luthérienne ainsi que ses frères et sœurs en 1824. La mère de Marx se fait aussi baptiser l'année suivante. Marx n'a probablement pas été circoncis et n'a pas reçu d'éducation juive puisqu'il est allé au collège luthérien jusqu'à l'âge de 12 ans. 10 ans plus tard, il reçoit la confirmation protestante et après 7 années de fiançailles, se marie religieusement au temple avec la baronne Jenny von Westphalen. Marx père souhaitait pour lui et les siens, sa famille et ses enfants, une réelle, pleine et entière assimilation. Son éducation n'est pas religieuse mais politique. Il est élevé dans une optique kantienne où la raison, l'être suprême, le Dieu des déistes et une foi rationnelle font la loi. On ignore les détails de sa relation à la religion de Luther, mais peut-être qu'elle explique l'antisémitisme du philosophe Karl Marx, d'origine juive, mais assimilé et converti au christianisme. On eût aimé savoir, par exemple, ce que Marx aurait pensé de ce terrible texte de Luther, des Juifs et de leurs mensonges, 1543, dans lequel se trouve théorisé l'antisémitisme chrétien. Dans un plan pour se débarrasser des Juifs, Luther souhaite en effet les priver de droit et de la possibilité d'enseigner, les interdire de propriété, les mettre au travail de la terre, les expulser d'Allemagne ou les exterminer. Nous sommes fautifs de ne pas les tuer. Incendier leurs synagogues et leurs écoles rabbiniques, puis recouvrir leurs ruines de cendres, raser et détruire leurs maisons, faire disparaître leurs livres sacrés, interdire aux rabbins d'exercer sous peine de mort, supprimer les sauf-conduits qui leur permettent de se déplacer, leur interdire l'usure, confisquer leurs biens et donner de l'argent à tout juif qui se convertirait. Le tout avec une plume pamphlétaire, grossière, vulgaire, ordurière, scatologique.
Leur culte du lignage et la circoncision sont des cochonneries. Ils sont pleins de la merde du diable. La synagogue est la putain incorrigible de Satan. Ils sont des vers venimeux et vénéneux. Il ne faut montrer à leur endroit ni pitié ni bonté. Ils sont assimilables aux matières fécales, aux anus, aux déjections. L'amour du prochain luthérien connaît d'incontestables limites. Quelques mois plus tard, dans Du Shem Améphorache et de la généalogie de Christ, 1543, Luther écrit aussi ceci. Ici, à Wittenberg, une truie a été sculptée dans la pierre de l'église paroissiale. En dessous de celle-ci se trouvent de jeunes pourceaux et des juifs allongés en train de téter. Derrière la truie se trouve un rabbin qui soulève la jambe droite de la truie de la main gauche, lui soulève le derrière au-dessus de lui et se penche pour regarder le Talmud avec une grande application, sous le derrière de la truie comme s'il voulait y lire et y comprendre des vérités singulières et exigeantes pour le lecteur. C'est assurément de là qu'ils tiennent leur Shem à Méphorache. Dans son appel à la mobilisation contre les Turcs, le même Luther manifeste une grande tolérance à l'endroit du Coran et des musulmans. Un certain antisémitisme judéo-chrétien islamophile voit le jour dans l'Allemagne du XVIe siècle. On sait que Marx connaissait bien les œuvres de Luther et qu'il les a commentées, à son époque hegélienne de gauche, pour trancher le conflit théologique qui opposait le David Friedrich Strauss de la vie de Jésus et le Ludwig Feuerbach de l'essence du christianisme, et ce, en faveur du second. Luther y apparaît comme un penseur dialectique qui conduit vers l'athéisme. Mais rien de plus, semble-t-il, concernant ses écrits antisémites. La question qui se pose au sujet de Marx, était-il juif, n'est pas aussi paradoxale qu'elle pourrait le paraître. Peut-être est-ce même la question essentielle pour tout juif d'abord et pour tous les autres ensuite. C'est celle qui demande si la judéité est une affaire de sang. On est juif quand on est d'une mère juive, ou si elle est une affaire de volition, on est juif parce qu'on décide de l'être, en n'ayant pas eu de mère juive par exemple, ou en voulant cesser de l'être bien qu'ayant une mère juive. Pour les premiers, les orthodoxes, l'essence précède l'existence. Pour les seconds, les libéraux, l'existence précède l'essence. De sorte que, si l'on considère le sang né d'une mère juive, Marx est juif. Mais si l'on se place du point de vue de la volition, il ne l'est pas parce qu'il ne l'est plus depuis l'acte de volonté paternelle qui a induit la conversion au protestantisme, et le fait que Marx lui-même soit convenu qu'il était luthérien. Il n'est donc pas juif. La résolution de ce problème n'est pas sans importance pour penser La question juive, le livre antisémite de Marx. S'il est juif, c'est le livre d'un juif antisémite. S'il ne l'est pas, c'est le livre d'un luthérien converti devenu antisémite par soumission à la doctrine de l'auteur de La dispute sur la puissance des indulgences, autrement connue comme les 95 thèses. Il ne saurait ici être question de cette prétendue haine de soi juive que théorise Theodor Lessing dans La haine de soi ou le refus d'être juif, un livre qui paraît en 1930. Lessing pense que la honte d'être minoritaire et de faire partie d'un peuple persécuté générerait l'adoption des codes antisémites par les Juifs eux-mêmes. Et pour quelle étrange raison vouloir devenir l'ami de son bourreau? Le père de Marx était un juif libéral, ce qui suppose qu'il s'était affranchi du judaïsme orthodoxe sous l'influence des philosophes des Lumières. On sait que Heinrich, le père de Marx, était un grand lecteur des penseurs anglais, allemands et français, Voltaire et Rousseau, je l'ai déjà signalé, mais également de Locke ou Leibniz. On ne sait pas s'il a, lui ou son fils, lu l'ouvrage de l'abbé Grégoire, Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, écrit en 1788 et publié en 1789. Le titre, qui invite à la régénération des Juifs, dit on ne peut mieux qu'ils sont dégénérés. Et cet évêque constitutionnel, présenté comme un ami des Juifs, les décrit de façon immonde. Selon lui, l'apport des Juifs à la culture européenne est quantité négligeable. La croissance de leur population est dangereuse. Ils se reproduisent trop rapidement, leur foi les oblige à croire le rabbin
y compris quand il dit des bêtises, leur pratique de l'usure se révèle dommageable pour les paysans. Les critiques qui leur sont faites sur ce sujet sont fondées, ils ont eu tort de ne pas souscrire au message chrétien de l'accomplissement du judaïsme par le christianisme. Le Talmud fourmille de sottises, le rabbinisme procède du délire. L'abbé Grégoire écrit « L'entière liberté religieuse accordée aux Juifs sera un grand pas en avant pour les réformer, et, j'ose le dire, pour les convertir. Mais également ceci. À force d'encourager les Juifs, insensiblement ils adapteront notre manière de penser et d'agir, nos lois, nos usages et nos mœurs. Moins ils seront eux, mieux ils seront nous, plus ils seront régénérés. Le curé veut que les Juifs cessent de l'être en se convertissant et en adoptant les us et coutumes des Français. C'est la théorie la plus radicale qui soit de l'assimilationnisme. Un bon Juif, c'est donc un Juif mort parce que converti à la religion chrétienne revue et corrigée sous sa forme 18e, le déisme. L'antisémitisme de Marx relève moins d'un délire oedipien que d'un désir de parfaire la volonté paternelle d'assimilation. Un Juif libéral peut être un Juif athée. Il peut être un Juif qui ne respecte pas les interdits alimentaires, ne fait pas le Shabbat, ne circoncis pas ses enfants. Il croit en un Dieu déiste, grand ordonnateur de l'univers, une sorte de raison suprême qui serait la raison de toutes les raisons, un être suprême auquel le Kant, auteur de la religion dans les limites de la simple raison, n'aurait rien à redire. Un antisémitisme qui ne serait pas anti-judaïsme peut ainsi se manifester chez un Marx issu d'une famille juive mais converti au protestantisme de Luther, qui outre l'antisémitisme catholique. Cet antisémitisme ne serait pas ponctuel, de jeunesse, comme on parle d'une erreur de jeunesse, mais structurel. La preuve, il le manifeste en dehors de la question juive. Par exemple, dans sa correspondance au-delà de 1843, date de sa rédaction, et 1844, date de sa publication. Pour preuve, ce texte de Marx, qui paraît dans le New York Daily Tribune en 1856. Chaque tyran est soutenu par un juif. Il ajoute qu'il existe toujours quelques juifs prêts à vous faire les poches. Et puis ceci, les juifs pratiquant l'usure en Europe font à une échelle plus grande et plus néfaste ce que d'autres font à une échelle moins importante et plus modeste. Mais c'est uniquement parce que les juifs sont si forts qu'il est important et urgent de dévoiler et de clouer au pilori leur organisation. Dans une lettre à Engels qui date du 30 juillet 1862, il écrit « Le nègre juif Lassalle, pour moi, c'est désormais évident, comme la forme de son crâne et la manière dont ses cheveux poussent, qu'il est un descendant de ces nègres qui accompagnèrent la fuite de Moïse d'Égypte. L'inconvenance de ce type est elle aussi caractéristique que celle des nègres. » Les dévots du marxisme trouvent dans ces lignes-là, bien sûr, de l'humour et de l'ironie. C'est une vieille méthode des néo-staliniens qui consiste à invoquer le second degré ironique pour sauver leur héros d'une vilainie en prétendant que c'était de l'humour, de l'ironie, de la parodie. Un clin d'œil. Quoi qu'il en soit, en 1843, en 1856, en 1862, Marx a respectivement 25, 38 et 44 ans. Son antisémitisme n'est pas une erreur de jeunesse, mais une option récurrente qui n'est pas sans entretenir quelques relations avec l'ouvrage de l'abbé Grégoire, qui estime que le bon juif, c'est le juif assimilé et que tout juif qui refuse cette disparition dans l'assimilation mérite l'anathème. L'antisémitisme de Marx n'est pas conjoncturel et oedipien, mais structurel et politique, idéologique. Que trouve-t-on en effet dans la question juive ? C'est d'abord un livre polémique contre Bruno Bauer, auteur lui aussi d'un livre ayant ce titre. La lecture s'en trouve compliquée, car on ne sait pas toujours qui pense quoi quand Marx cite Bauer pour mieux le critiquer. Mais voici ses thèses. Le sujet est celui de l'émancipation civique et politique des Juifs, ce qui pose la question des relations entre l'État et les Juifs, donc celle de l'articulation entre le politique et le religieux, le citoyen et le croyant.
Cette question se trouve résolue par la laïcité. L'État doit devenir athée afin que la religion devienne une affaire privée, intime, personnelle. On sent ici la bonne copie du jeune hegelien de gauche qui ferraille contre Bruno Bauer, qui donne à l'État toute la puissance que lui offre Hegel dans les principes de la philosophie du droit, 1820, et qui sollicite le Feuerbach de l'essence du christianisme, 1841, pour penser la question de l'aliénation. Marx a 25 ans, il affûte ses couteaux intellectuels. Le futur auteur du Manifeste du Parti communiste se demande si les droits de l'homme, récemment apparus dans l'histoire de l'Europe, concernent les Juifs, puisqu'ils se définissent moins comme hommes que comme Juifs. Il existe une incompatibilité entre les droits de l'homme et la religion. Hegel s'oppose aux droits de l'homme bourgeois et égoïste qui garantissent la sûreté, le maître mot de la bourgeoisie, son idéal. Abordant plus directement la question juive, Marx écrit « Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif ? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L'argent. Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle s'émanciperait elle-même. Une organisation de la société qui supprimerait les conditions nécessaires du trafic, par suite la possibilité du trafic, rendrait le juif impossible. La conscience religieuse du juif s'évanouirait, telle une valeur insipide, dans l'atmosphère véritable de la société. D'autre part, du moment qu'il reconnaît la vanité de son essence pratique et s'efforce de supprimer cette essence, le juif tend à sortir de ce qui fut jusque-là son développement, travaille à l'émancipation humaine générale et se tourne vers la plus haute expression pratique de la renonciation ou aliénation humaine. Nous reconnaissons donc dans le judaïsme un élément antisocial, général et actuel qui, par le développement historique auquel les Juifs ont, sous ce mauvais rapport, activement participé, a été poussé à son point culminant du temps présent, à une hauteur où il ne peut que se désagréger nécessairement. Dans sa dernière signification, l'émancipation juive consiste à émanciper l'humanité du judaïsme. On ne peut guère être plus clair. Il n'est pas souhaitable d'émanciper les Juifs d'Europe, en revanche, il est nécessaire d'en finir avec le judaïsme en Europe. De là à estimer qu'il faut en finir avec les Juifs d'Europe. Marx écrit également « Le Juif s'est émancipé d'une manière juive, non seulement en se rendant maître du marché financier, mais parce que, grâce à lui et par lui, l'argent est devenu une puissance mondiale, et l'esprit pratique juif, l'esprit pratique des peuples chrétiens. Les Juifs se sont émancipés dans la mesure même où les chrétiens sont devenus juifs. » On ne peut dire en termes plus explicites que, pour Marx, les Juifs disposent du capital mondial et qu'ils ont enjuivé le monde en général et les chrétiens en particulier. Marx associe le juif au bourgeois et l'on sait que le bourgeois se définit par le fait qu'il possède les moyens de production. C'est du fond de ses propres entrailles que la société bourgeoise engendre sans cesse le juif. Juifs et capitalistes incarnent le besoin pratique, l'utilitarisme, l'égoïsme et le Dieu du besoin pratique et de l'égoïsme, c'est l'argent. L'argent est le Dieu jaloux d'Israël, devant qui nul autre Dieu ne doit subsister. L'argent abaisse tous les dieux de l'homme et les change en marchandises. L'argent est la valeur générale et constituée en soi de toutes choses. Le Dieu des Juifs s'est sécularisé et est devenu le Dieu mondial. Le change, voilà le vrai Dieu du Juif, son Dieu n'est qu'une traite illusoire. Et Marx, de poursuivre les Juifs de sa haine. La nationalité chimérique du Juif est la nationalité du commerçant, de l'homme d'argent. Karl Marx conclut son pamphlet antisémite par une phrase lapidaire et programmatique « L'émancipation sociale du Juif, c'est l'émancipation de la société du judaïsme. » On imagine bien que Karl Marx eût été vent debout à l'idée de la création de l'État d'Israël.
car la naissance de cet État suppose l'affirmation du judaïsme en vue de l'émancipation des Juifs, alors que Marx souhaitait la négation du judaïsme afin d'émanciper les Juifs par l'abolition du capitalisme, après la révolution communiste réalisée par la dictature de l'avant-garde éclairée du prolétariat. On comprend dès lors que marxistes d'hier et néo-marxistes d'aujourd'hui souscrivent à cet antisémitisme de gauche qui, paradoxalement, pour le bien du judaïsme, souhaite la disparition des Juifs. Les chiens, marxistes, ne font pas des chats philosémites. Première partie. Le pacifisme meurtrier. Alain préfère Hitler à De Gaulle. Pour moi, j'espère que l'Allemand vaincra, car il ne faut pas que le genre De Gaulle l'emporte chez nous. Alain, journal, 23 juillet 1940. Il existe une carte postale du philosophe Alain, celle d'un brave bonhomme avec son béret et sa moustache, auteur de propos qui lui permettent de partir de la vie quotidienne afin de délivrer des messages de bon sens populaire. D'un philosophe qui pense dans les journaux pendant 30 ans, qui plus est dans la presse régionale, par exemple, la Dépêche de Rouen et de Normandie. D'un écrivain enraciné, natif de Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, mais qui se dit plus volontiers percheron que normand. D'un fils de hongreur qui raconte la vie quotidienne des villages d'avant la modernité, avec ses charrons et ses tonneliers, ses instituteurs hussards noirs de la République, et ses médecins sortis d'un roman de Flaubert. D'un professeur de philosophie qui captivait ses étudiants et qui n'a pas fait carrière dans l'enseignement supérieur. D'un maître qui eut pour illustres disciples, excusez du peu, Simone Veil et Raymond Aron, Julien Gracq et Georges Canguilhem. D'un radical socialiste anticlérical, mais pas athée pour autant, un peu agnostique, vaguement déiste, prudent en la matière, disons, normand. D'un philosophe conservateur, sinon traditionnaliste, qui refuse aussi bien la relativité d'Einstein que le surréalisme d'André Breton, la psychanalyse de Freud que le socialisme de Marx, la photographie que le cinéma, et qui déplore Stravinsky. À la lecture de son œuvre complète, si l'on se pose la question de la vision du monde d'Alain, on est bien en peine de donner une réponse. Il n'est pas matérialiste, il n'est pas marxiste, il n'est pas freudien, il n'est pas moderniste. C'est un genre de catholique modéré, matiné de scepticisme, qui préfère l'amour à la haine, la gentillesse à la méchanceté, la vérité au mensonge, le beau au laid, la loyauté à la fourberie, la joie à la peine, le plaisir à la souffrance, la santé à la maladie, la vie à la mort, la raison aux passions et autres facilités morales. Pas de quoi casser 4 pattes à un canard philosophique. Si la formule n'avait été, hélas, déjà attribuée, on pourrait dire qu'il est le prototype du philosophe pour classe terminale. Un Socrate portant costume, gilet, cravate, qui traverse dans les clous pour n'avoir pas affaire à la marée chaussée. On lui doit un étrange texte qui fonctionne en si musical des épreuves du baccalauréat. Et il y a beaucoup de lui, de sa psyché, dans ces quelques lignes qui paraissent complexes parce que contradictoires, mais qui ne le sont pas vraiment. Il date du 4 octobre 1912 et examine l'articulation entre l'obéissance, indispensable à l'ordre, et la résistance, nécessaire à la liberté. Ordre et liberté s'exigeant l'un l'autre. Alain affirme de façon paradoxale « Obéir en résistant, c'est tout le secret. » Secret qu'il garde scellé. Car il a beau écrire que ce qui détruit l'obéissance est anarchie, ce qui détruit la résistance est tyrannie. Puis préciser qu'il ne faut ni l'anarchie ni la tyrannie, que désobéir, c'est fortifier la tyrannie, qu'il faut définir le devoir de résistance et le devoir d'obéissance pour obtenir une pratique équilibrée. Il laisse le lecteur, je ne parle pas de l'élève devant son sujet, gros-jean comme devant. Car obéir, c'est ne pas résister. Résister, c'est ne pas obéir. On ne saurait donc obéir en résistant. Alain se montre habile dialecticien, mais philosophe confus. Car
On n'a rien dit en affirmant qu'il faut savoir obéir quand il le faut et désobéir quand on le doit. Quand le devrait-on? À quel moment le faudrait-il? Quand il faudra obéir ou résister, le temps venu des troupes nazies qui occupent la France, que veut dire obéir en résistant? Car les choses sont alors historiquement claires. Obéir, c'est obéir à Pétain. Résister, c'est résister avec De Gaulle. Comment dès lors pourrait-on obéir avec Pétain tout en résistant avec De Gaulle? Quel est le secret, pour utiliser son mot, de cet oxymore qui ne produit rien d'autre qu'une confusion? Car l'heure venue, Émile Chartier, dit Alain, préférera, contre toute attente, obéir avec Hitler plutôt que résister avec De Gaulle. Avant d'en arriver à ce moment, voyons ce qui le prépare. Alors qu'il avait passé l'âge de la mobilisation, le pacifiste qu'il est se porte volontaire pour aller au combat. Dans ses souvenirs de guerre, il raconte la vérité de ce qu'elle est. Des villages qui sentent l'incendie et la pourriture, des tas de centaines de chevaux morts, leurs odeurs tenaces et envahissantes de décomposition, le grouillement des rats avec lesquels il faut vivre, les plaies purulentes à cause des poux, le souffle des bombes qui tuent les nourrissons. Un homme qui fait griller un hareng dans un feu de bois sans souci des signes qu'il donne à l'ennemi avec sa fumée. L'explosion d'un tunnel qui emporte 500 victimes. La vague odeur de noyaux de pêche, des nappes de gaz verdâtres. Des manœuvres d'exercice effectuées pendant la guerre. Des tirs d'artillerie exécutés en dépit du bon sens, des obus ennemis qui tombent partout et tuent indistinctement, les compagnons de tranchée décapités, pulvérisés, mutilés en un éclair à 1 mètre de soi. Dans le roman de Roland d'Orgelès, que M. Germain, son instituteur, lit dans la classe d'Albert Camus, Les Croix de bois, un soldat sort de la tranchée, monte à l'assaut alors qu'un éclat d'obus lui a déjà tranché la tête et qu'il continue de courir machinalement. Alain se fera écraser le pied sous la roue d'une charrette qui transportait des munitions vers Verdun. Il quitte le front pour le service météo. Il est démobilisé le 14 octobre 1917. 3 livres se nourrissent de cette expérience fondatrice. Mars ou la guerre jugée, 1921, Convulsion de la force, suite à Mars 1, 1939, et Échec de la force, suite à Mars 2, 1939. L'entre-deux-guerres est pour lui le moment de la maturité. Il enseigne jusqu'à sa retraite qu'il prend en 1933 à l'âge de 65 ans. C'est aussi la date d'arrivée de Hitler au pouvoir. La guerre de 14-18 a concerné des millions d'hommes, des blessés, des morts, mais aussi des cervelles cassées comme il existe des gueules cassées. Une anthologie des écrivains morts à la guerre paraît en 5 forts volumes. Elle montre à quel point la France a été saignée et amputée de ses forces vives. Combien de romanciers, de professeurs, de poètes, de philosophes, d'intellectuels, d'artistes ont trouvé la mort sur le champ de bataille et ont privé la France d'un sang neuf et vif. Restent des traumatisés du corps, du cœur et de l'âme. Dont Alain. Pas question, pour un certain nombre de ceux qui ont connu les horreurs de la guerre, d'en revoir une autre. Cette première serait la dernière, la der des der. D'où la conversion d'un grand nombre d'anciens combattants au pacifisme qui, le temps venu, ne sauront pas douter de leur religion de la paix, ni même y renoncer, et qui, de ce fait, emprunteront des voies dangereuses. Nombre de vichistes, de maréchalistes, de pétainistes, de collaborationnistes, de fascistes préféreront la paix avec Pétain, sinon avec Hitler, plutôt que la guerre avec lui. L'antisémitisme est la pensée des gens qui ne pensent pas, mais cherchent puis trouvent un seul et unique bouc émissaire responsable de tous leurs problèmes. Il est facile de faire de la guerre une volonté des Juifs et, au nom du pacifisme, de les attaquer en vociférant qu'ils sont coupables de déclencher le feu parce qu'ils tireraient bénéfice de la vente d'armes. C'est tout le délire antisémite de Céline, visible à chaque page de « Bagatelle pour un massacre » et de ses autres pamphlets. Alain n'a publié aucun texte antisémite. Rien contre Alfred Dreyfus. Il a même écrit et agi pour, notamment dans les universités populaires. Les universités populaires ont été créées pour lutter, par la raison, contre les passions qui ont rendu possible l'antisémitisme des anti-dreyfusards. Alain fut de cette aventure, comme Bergson, Simone Veil, Élie Faure, Paul Valéry.
C'est par la parole, cependant, qu'il commence à agir par son action à la Société républicaine d'instruction, puis à l'Université populaire, fondée à la suite de l'affaire Dreyfus en 1899. Comme il en essaie partout à cette époque, des intellectuels de gauche, le plus souvent des professeurs idéalistes, se faisaient un honneur d'aller au peuple pour l'instruire, et surtout pour lui apprendre ses droits et pour le libérer de ses maîtres, avec un succès réel, quoique relatif. Tous les jeunes en étaient. Nous parlions à la ville et dans les faubourgs. Nous dévoilions toutes les tyrannies. Avec nous, une partie de la sérieuse bourgeoisie, quelques officiers même, de terre et de mer. Alain faisait un cours de philosophie et morale sociale, et notamment une conférence dont le titre était significatif « Le culte de la raison comme fondement de la République ». Dès cette époque, il proclame que l'exécutif doit sans cesse être contrôlé par le peuple pour l'empêcher d'abuser de sa puissance, que les intellectuels doivent refuser les honneurs et que le pouvoir militaire est un danger permanent pour la République. André Cernin, Alain, un sage dans la cité, Robert Laffont, 1985. Aucun texte, aucune page, aucune ligne qui justifierait ici Maurras, là Drummond, ailleurs Drieux ou Brasillac. En 1936, le philosophe a subi un AVC qui l'a contraint au fauteuil roulant. Quelques défenseurs du philosophe qui invoquent un Alain affaibli par cet AVC pour expliquer, voire excuser son antisémitisme, oublient qu'après cet accident de 1936, il publie un nombre considérable d'ouvrages qui attestent qu'il dispose de toute sa tête. Un autre élément de langage mis en avant par ceux qui veulent expliquer que l'antisémitisme manifesté par Alain dans son journal n'en est pas un, c'est que un journal n'est pas une thèse, un livre, un article, un texte, une conférence qui aurait, une dignité documentaire dont le journal se trouve privé. Dès lors, circuler, il n'y a rien à voir. Alain n'est pas, n'a pas été, ne sera jamais, n'aurait jamais pu être antisémite. Cette façon de procéder est la meilleure manière de ne pas penser. C'est aussi d'une faiblesse intellectuelle insigne. Or, le journal d'Alain a été publié, grâce à moi. En voisin normand, il m'arrivait souvent de conduire des amis au musée Alain à Mortagne. Une dame qui s'occupait de ce petit endroit aménagé de façon surannée m'a un jour demandé si je savais que le Mortagnais avait écrit un journal. Je l'ignorais. Elle me mit alors le manuscrit entre les mains et en le feuilletant, j'ai découvert un passage sidérant concernant De Gaulle et Hitler. J'ai fait savoir que ce serait bien de publier ce texte et que je pourrais solliciter quelques éditeurs. J'obtins qu'il le soit. On m'a proposé une préface, je l'ai rédigée. Elle a déplu. Je n'étais pas du genre à minimiser ni même à exagérer les passages problématiques de ce texte. Pas question pour autant que je légitime ou justifie l'antisémitisme du philosophe. L'éditeur a donc refusé de publier ma préface. C'est tout à son déshonneur. J'ai pour ma part publié ce texte dans un petit livre autonome sous le titre « Solstice d'hiver, Alain, les Juifs, Hitler et l'occupation » en 2018. J'ouvre ce livre avec une citation d'Alain qui donne tort aux universitaires pour lesquels ces pages n'ont aucune dignité philosophique, pour mieux empêcher qu'on pense l'antisémitisme du philosophe, bien sûr, écrite le 4 mai 1938. Je compte bien que ce journal sera lu quelques jours et l'on verra bien que j'y ai mis mes pensées les plus assurées. Sauf à estimer, comme certains sorbonnagres, le mot est de lui, qu'Alain n'a plus sa tête, car il n'a plus ses jambes, ce qui équivaudrait à avouer qu'il pense avec ses pieds, qu'il est intellectuellement amoindri bien qu'il publie une douzaine de livres avant sa mort, qu'il est vieux bien qu'il ait encore 15 ans à vivre. Que dit ce livre ? Alain écrit le 21 décembre 1937 « Écrire mon journal, est-ce raisonnable ?» Pas sûr, car on y trouve sur Hitler et le national-socialisme, sur Mein Kampf, sur De Gaulle, sur les Juifs, sur l'occupation, d'étranges formules. De même, les silences de ce journal ne cessent d'inquiéter, car, comme Heidegger, Alain ne manifestera aucun regret d'avoir pensé aussi bassement. Après la Libération,
Il donnera même une préface à un individu peu recommandable pendant l'Occupation. Le 28 janvier 1938, il écrit « Je voudrais bien, pour ma part, être débarrassé de l'antisémitisme, mais je n'y arrive point. » Notons en passant qu'avec cette seule assertion, on n'a pas à se demander si Alain est antisémite ou non. Il dit lui-même qu'il l'est. Alain écrit sur le philosophe Léon Brunswick, auquel il succède à Rouen. Ce normalien, membre fondateur de la Société française de philosophie et de la Revue de métaphysique et de morale, enseigne à la Sorbonne. Il est aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il arbore donc toutes les médailles d'un grand dignitaire de l'armée philosophique, et Alain n'est alors pas grand-chose. Voici ce qu'il en dit. Brunswick excelle à réfléchir sur ses propres préjugés. Ces hommes-là, sikhs, sont très faciles à conduire. On leur donne des préjugés et on les laisse fermenter. Brunswick était pour Einstein. Pourquoi ? Par préjugé de race. Et enfin, parce que personne n'osait dire sa pensée. Alain a toujours combattu la relativité d'Einstein. On conviendra donc que son antisémitisme déborde les pages privées d'un journal, puisqu'il sous-tend des prises de position théoriques. Il poursuit ce texte, le même jour, en commentant la façon qu'a Rembrandt de peindre les Juifs. « Je voudrais bien, pour ma part, être débarrassé de l'antisémitisme, mais je n'y arrive point. Ainsi, je me trouve avec des amis que je n'aime guère, par exemple Léon Blum. Je devrais oublier les remarques faciles. En réalité, quand je lis avec indignation le mauvais style de Bergson, sikh, je n'oublie pas qu'il est juif, et en cela, je me sens injuste. Il me semble qu'il faut être juif pour écrire aussi mal, et pour se présenter en même temps comme un bon écrivain. C'est peut-être qu'un juif imite simplement le style ordinaire, je veux dire le style Boutroux, Jules Lachelier, etc., et arrive à faire aussi bien que ces messieurs. Il a la simplicité d'en être fier. » Dans le bulletin de l'Association des Amis d'Alain de décembre 2000, numéro 90, Georges Pascal signe un texte intitulé « De quelques malentendus concernant Alain et la dernière guerre ». À propos de cette phrase, il écrit « Il est bien évident que ce qu'il appelle ici antisémitisme est tout à fait autre chose que la doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux Juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires. » Définition du mot antisémitisme dans le grand dictionnaire Larousse. L'auteur commente également une autre citation antisémite d'Alain, qui confesse avoir traité de sale juif tel ou tel camarade normalien, en expliquant qu'un homme qui a des amis juifs ne saurait être antisémite. La rhétorique est connue. Georges Pascal concède une sorte d'antipathie instinctive à l'égard des juifs, mais qui n'aurait rien à voir avec l'antisémitisme. Les bras nous en tombent quand Alain critique le style de Bergson, qui est l'un des plus simples, des plus clairs, des plus limpides, sinon des plus beaux, par son caractère cristallin, debussyste, de toute l'histoire de la philosophie française. Que l'auteur de 81 chapitres sur l'esprit et les passions puisse moquer l'auteur de l'énergie spirituelle ou de l'évolution créatrice, c'est l'hôpital Goy qui se moque de la charité juive. Précisons, pour l'intelligence de la situation, qu'Alain, qui affectait de mépriser les honneurs sur le papier, lorgnait un poste à la Sorbonne, où enseignait Brunswick, et louchait en même temps sur le Collège de France, où Bergson avait la chaire que l'on sait, avec un réel succès qu'on dirait aujourd'hui médiatique. On parle de femmes qui s'évanouissent à son cours, de gerbes de fleurs déposées dans l'amphithéâtre, et de gens grimpés sur les rebords des fenêtres, ou, qui dehors, écoutent ce qui leur parvient du cours. Le 16 juin 1938, Alain commente des ajouts à ses propos sur la religion avec ces mots concernant le judéo-christianisme. « Notre religion nous vient des Bédouins, qui sont des êtres sans délicatesse, frottés de sable et accoutumés à leur tente en peau de mouton. Cette invasion de l'Occident par la pouillerie orientale a de quoi étonner. L'antisémitisme en est l'effet détourné, car il est vrai que le juif ne s'intéresse qu'aux choses de l'esprit.
Nous autres, nous nous intéressons également à tout. Voilà le crime. Nous faisons de l'esprit parure et amusement. Ainsi, n'est-ce pas notre peuple que Hegel a baptisé le peuple de l'esprit? N'empêche que ce peuple de l'esprit nous perdra par le sérieux. Enfin, qui eût dit que Léon Blum prendrait au sérieux le peuple ouvrier? Ce sont toujours les prophètes d'Israël qui nous gâtent la vie par une fureur de blâmer. Plus loin, Alain assimile les Juifs au profit. Puis il écrit « C'est l'affaire de la structure paysanne de neutraliser le profit peut-être. » Certainement, il ne fait pas faire de phrases. Or, observez les Juifs. Ils ne font que cela, soit en psaume, soit en musique. Réellement, il y a une immense quantité de musique qui sera oubliée quand les exécutants juifs auront cessé de se gratter en public. La vraie musique est bien au-dessus de ces chatouilles. Page 86. Ce sont les lignes d'un philosophe qui fut aussi l'auteur en 1920 du système des beaux-arts. Sa fameuse structure paysanne est invisible dans ce journal. Il attaque le capitalisme, la banque, la bourse, le profit, les machines, la spéculation, l'usure, la lettre de change, et désigne le juif derrière ce monde moderne, et il oppose à tout cela un bon sens paysan qui mettrait à bas la totalité du monde contemporain. Mais on ne saura jamais très précisément en quoi consiste cette structure paysanne révolutionnaire. Alain met en perspective les Juifs et la guerre. Parlant des romans de Walter Scott, il ébauche une théorie du papier-monnaie qui débouche sur la guerre. Selon lui, l'écrivain écossais a dépeint le crédit des Juifs et la substitution du papier à l'or. Une fois le billet inventé, tout se suit, l'action, le prêt à l'intérêt, l'escompte, le chèque, etc. Enfin, tout notre monde moderne. Page 211. Où se trouve le meilleur placement? Dans les armes. Et à quoi servent les armes? À faire la guerre. Dès lors, une ligne droite relie l'invention du billet, les Juifs et le fait que les guerres se trouvent un jour déclenchées par eux afin de nourrir le système qu'ils ont contribué à mettre en place. Si l'on en finit avec ce capitalisme, écrit-il naïvement, alors on en finira avec la guerre. Pour ce faire, il suffit de supprimer ce système par l'abolition de l'usure ou, ce qui est le même, par la fermeture de la bourse. Fin du syndicalisme, puisqu'il n'y a plus de raison de baisser les salaires, d'augmenter les rendements. Développement de l'artisanat qui interdit le pouvoir des actionnaires. Voilà qui est simple. Les Juifs sont de frustes bédouins du désert qui vivent sous des tentes qui puent le suin. Ils sont coupables de spiritualiser le monde, donc de nous éloigner de sa matérialité poétique. Ils sont des pouilleux orientaux qui obscurcissent le réel avec leur sérieux. Ils sont obsédés par les idées, les mots, les phrases. On leur doit l'enjuivement de la musique, mais aussi, soyons fous, de la totalité du monde. Ils fomentent les guerres, parce qu'ils y trouvent matière à s'enrichir. Ils manipulent les banques, la finance, l'argent, la monnaie, les billets. Ils sont derrière le capitalisme, Marx l'avait bien dit. Le bon sens paysan se révèle l'antidote à cette décadence imputable aux Juifs. Mais les sorbonnagres vous le disent doctement, Alain n'est pas antisémite. Or, antisémite, Alain avoue lui-même l'avoir été très tôt, en l'occurrence, dès l'école normale supérieure, où il lui arrivait de traiter tel ou tel de sale juif. Mais s'il est antisémite, c'est autrement que comme les autres le sont, dit-il. Lui l'est avec la hauteur qui lui permet son statut d'étudiant en philosophie. J'étais, dès l'école, un peu trop antisémite, arrêté seulement par mon horreur naturelle des antisémites, entendez, les gros propriétaires de province comme ceux de Château-Gontier, où je fus précepteur en 1891. Après la défaite de juin 1940, l'armistice du 17 juin, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, à la date du 23 juillet 1940. Tout ce que le philosophe trouve de notable à consigner dans son journal consiste à incriminer les Juifs. Il est remarquable que la guerre revient, sic, à une guerre juive,
c'est-à-dire à une guerre qui aura des milliards, et aussi des Judas Maccabées. La guerre est donc la création des Juifs, le produit des Juifs avec leur usure, leur banque, leur bourse, leur spéculation, leur papier-monnaie, leur or et leurs marchands d'armes. Hitler n'y est donc pour rien. Le 22 juillet 1940, Alain entretient d'Adolf Hitler. Je lis Mon combat avec la plus stricte attention. Sur ce sujet, je ne veux rien écrire d'incomplet. Aussi, je laisserai la question juive qu'il traite dès le commencement avec une éloquence extraordinaire et une remarquable sincérité. Il y trouve une pensée architectonique. Hitler, qui n'a pas été peintre, mais dessinateur et, surtout, architecte, choisit ce métier avec tant de clairvoyance que je devine comment son esprit s'est formé. Par l'architecture, c'est-à-dire par l'art où il n'y a point de semblant, par l'art qui fait tenir pierre sur pierre d'après une expérience très connue et en vue de fins très claires. Je crois que c'est ainsi que pensa ce penseur extraordinaire, Sick. Il fit des châteaux, des tours et des ponts, raisonnant toujours sur le poids, la poussée et la résistance de la matière. Il forma ses idées d'après les expériences les plus simples de l'équilibre social. Il ne cessa de construire et d'essayer la solidité de ses constructions. C'est une pensée physique, c'est-à-dire fondée sur l'expérience, mais, entendez bien, sur l'action. Tout ce qu'il pense a été essayé par lui avec un sérieux admirable, Sick, et la conscience d'un homme qui assure chacun de ses pas de façon à ne point tomber. Aucune instruction abstraite ne le détourne de cette expérience. D'après ce départ, je comprends qu'il devait dominer le problème militaire, qui est un problème de construction. Puis, plus loin, et voilà comment pense un Hitler. Il est bâti pour faire la leçon aux généraux. Il est le contraire d'un polytechnicien, car jamais il ne remonte à un principe abstrait, toujours il applique force sur force. Il pense directement l'expérience, et cette méthode si simple devient rare par le développement de l'esprit calculateur, déductif. Et voilà cet esprit moderne, cet esprit invincible. Je m'en tiens à ces précieuses remarques. En effet, précieuses remarques. Penseur extraordinaire, sérieux admirable, bâti pour faire la leçon aux généraux. Esprit moderne, esprit invincible en italique, s'il vous plaît. Comment pourrait-il y avoir des contresens absolus avec des expressions d'Alain aussi précises? Ce texte est daté du 22 juillet 1940. Qu'est-ce que ce grand architecte de la politique a fait depuis son accession au pouvoir le 30 janvier 1933 ? Quelles œuvres concrètes peut-on mettre au crédit de ce penseur extraordinaire ? En 1933, incendie du Reichstag, ouverture du premier camp de concentration à Dachau, interdiction de la fonction publique aux Juifs, autodafé de 20 000 livres à Berlin, instauration du parti unique. En 1934, nuit des longs couteaux, abolition de la République de Weimar. En 1935, récupération de la Sarre, privation des droits politiques et de la citoyenneté des Juifs. Loi contre les handicapés mentaux et physiques. En 1936, occupation et remilitarisation de la Rhénanie en violation du traité de Versailles. Persécution des Tziganes. Création d'un camp pour les y enfermer. En 1937, bombardement de Guernica, enfermement des témoins de Jéhovah et des objecteurs de conscience en camp de concentration. En 1938, annexion de l'Autriche au Reich allemand, accord de Munich, nuit de cristal. En 1939, occupation de la Tchécoslovaquie, pacte germano-soviétique, occupation de la Pologne, ce qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il dans le journal d'Alain mention d'un seul de ces événements ? Oui, un seul. Les accords de Munich, qui permettent la destruction de la Tchécoslovaquie et son annexion. Qu'en pense le philosophe ? Qu'à cette époque, on aurait dû fonder l'Union des pacifistes et l'en nommer président. Le philosophe,
qui fait l'éloge de la modestie, ne manque pas de culot. Mais cette note arrive le 30 septembre 1940, or les accords ont été signés exactement 2 ans plus tôt, le 30 septembre 1938. Il poursuit sa lecture, et à la date du 13 juillet 1940, il commente les passages dans lesquels le dictateur critique le parlementarisme et confesse sa préférence aux convictions obtenues par une éloquence publique. Cela, c'est Hitler lui-même et sa puissance. Alain défend le bon usage de l'art oratoire et en donne même une raison qu'il trouve bonne. Je soutiendrai que les masses ne choisissent pas mal et Hitler m'en serait un exemple. Il ajoute « Je conclus provisoirement par ce que dit Hitler. Il faut savoir parler aux masses et les persuader. C'est là qu'est le ressort démocratique. L'orateur est libre de ses développements, de ses sentiments, de ses mouvements, et cela même nie le tyran en tout orateur véritable. Soyons donc orateurs. » Alain tourne le dos à Platon, dont il a dit tant de bien pour faire l'éloge des sophistes, ses ennemis. On ne retrouve plus le philosophe des propos politiques qui fait l'éloge du citoyen contre les pouvoirs, de la nécessité de se prémunir des dictateurs, des chefs, des militaires, des armées, de la méfiance à l'endroit des hommes politiques, du peuple pris comme une référence au détriment des élus. Toujours lecteur de Mon combat, Alain reprend la plume dans son journal à la date du 24 juillet 1940 et ajoute des éloges. Mon combat. J'y trouve une idée de première profondeur, sic. C'est que le triomphe économique de l'Allemagne et la certitude où elle se vit, où on la vit, d'acquérir la souveraineté par le commerce et l'industrie, c'est que cette idée ne pouvait que la perdre, attendu qu'on ne meurt point pour l'économique. Et au contraire, le vrai mobile des peuples conquérants se devine dans la thèse anglaise qui prétend combattre pour la liberté. C'est qu'on meurt pour la liberté. Voilà donc un lieu commun non contesté et vigoureusement attaqué, et dans ce centre, par ce penseur original, Sick, qui en même temps retourne complètement l'idée de conquête. Il examine le rapport entre la population et le territoire. La population s'accroît, il faut donc étendre le territoire. Mais l'illusion économique fait qu'on réalise cette colonisation de peuplement sans y penser, et seulement pour gagner. Alors, on perd de vue la vraie grandeur d'un peuple, grandeur qui est de race, et qui étend le territoire pour la race, c'est-à-dire pour la liberté. Ce noble motif, sic, est ce qui fait la gloire et le droit, sic. Ici, on découvre par les racines l'idée de l'espace vital, qui est ainsi une idée morale, sic, disons l'idée morale même, sic, l'idée du droit, reposant sur la valeur. À ce point de vue, le pacifisme est criminel, car il se persuade qu'on peut conquérir par le commerce, c'est-à-dire par l'amitié, par la paix. Et le dangereux, c'est que le résultat semble obtenu alors que ce qui est réalisé, c'est la profonde démoralisation du peuple commerçant. Ici revient, avec des raisons fortes, l'idée déjà explorée de l'État juif qui conquiert par la douceur et l'amitié et par la probité et qui fait de cette idole son idéal. Cette vue gagne en profondeur. On voit très bien comment l'idée raciste travaille dans l'esprit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.